Donc vous envoyez l'intitulé et le nom des intervenantes et intervenants. Alors on a fait les choses de manière assez simple et peut-être trop simple. Une première table ronde centrée sur les modes de vie et une seconde table ronde centrée sur les politiques publiques. Ces pavillons, les tissus qui ont été étudiés seraient dans l'angle mort de l'action publique et présentent un certain potentiel. Donc je vais demander aux personnes qui sont indiquées sur ce slide de venir me rejoindre à la tribune. Mais avant, et donc ça vous l'a été annoncé il y a quelques instants, donc nous allons proposer à Valérie Charolais, qui est la présidente de la Fédération nationale des CAUE, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de venir dire un mot, un mot de transition, parce qu'entre les modes de vie et les politiques publiques, eh bien, le regard de l'architecte conseil, de l'urbaniste conseil, eh bien, a peut-être du sens. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Et comme Valérie Charolais était membre du comité de pilotage de cette recherche, eh bien, elle a un regard particulièrement informé sur ce qui a été recherché, montré sur les enseignements communs qu'on a pu en tirer. Oui, alors, merci. Effectivement, j'ai eu la chance de suivre ces travaux de recherche absolument passionnants. Et venant effectivement de ces sujets architecture, urbanisme, environnement, c'était particulièrement inspirant d'avoir la parole à la fois d'un anthropologue, d'un géographe, d'une photographe sur ces sujets-là, sur ces objets-là. Parce que véritablement, pendant plus d'un an de recherche, finalement, ça a été centré sur l'humain. Ce qui était particulièrement intéressant, l'humain, les usages et les motivations des usages. Et ça, c'était particulièrement intéressant à noter parce qu'il y a quand même très peu de travaux sur ces sujets-là qui sont quand même très contemporains. Je le dis d'autant plus facilement que si nous, dans notre réseau national, on a des conseils d'architecture, des CAUE qui travaillent sur ces sujets, hein, je pense par exemple au CAUE de l'Eure, au CAUE de l'Essonne, au CAUE du Val-de-Marne, de la Gironde, il y a différentes actions, des observatoires, on a des balades urbaines aussi, il y a également de l'accompagnement, de la recherche. C'est encore pas assez un sujet pleinement déployé dans le réseau. Mais ça ne l'est pas non plus globalement beaucoup dans les écoles d'architecture, dans les universités liées à l'urbanisme, et ni même chez les paysagistes. Alors c'est vrai, c'est un angle mort des politiques publiques, c'est un angle un peu vivant, mais encore pas assez non plus, des lieux de formation des professionnels qui investissent ces sujets-là. Et la question à régler dans les années à venir, elle sera également sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être faire des super politiques publiques, mais si les architectes privés comme publics, les urbanistes privés ou publics n'investissent pas ces sujets-là, ça restera un petit peu des politiques extrêmement limitées. Alors je voulais revenir au débat qu'il y a eu avant. La question pour la personne sociologue, c'était pas de dire il faut raser ce pavillonnaire. Mais ce qu'on note surtout, effectivement, ce n'était pas non plus le sujet de la recherche, mais il faut investir en matière d'urbanisme et d'architecture ces lieux-là. Parce que ces lieux-là ne sont pas nécessairement à raser. Vous êtes là, je vous ai retrouvé. Ne sont pas nécessairement à raser. La question, c'est qu'il y a quand même une qualité urbaine de ces lieux-là qui parfois est niée par des rénovations énergétiques qui sont quand même, disons-le, un peu catastrophiques. Donc c'est ça le sujet. C'est pas de se dire est-ce qu'on les garde et puis on laisse faire les gens. Alors où est-ce qu'il est, Denis, de Leroy Merlin? Mais bon, voilà, parce qu'on a quand même vu des choses, voilà, on avait un catalogue de matériaux de Leroy Merlin, de Castorama, enfin de tout ce qu'on veut. Hein. Il y avait des expositions presque. Hein. Voilà, mais les gens font aussi avec ce qu'ils voient. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi une culture citoyenne de l'architecture, de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette à la portée des gens ces aspects-là. Et c'est vraiment aussi un chantier énorme. Oui, effectivement, les gens, ils vont acheter une porte qui n'a rien à voir. Ils vont se dire, madame l'expliquait tout à l'heure, pourquoi pas ouvrir en grand le garage, on met une grande baie, etc. Et puis on fait un commerce dedans. Et puis les ouvertures qui sont petites, on les agrandit. Mais ça, c'est juste un peu contraire avec le moins de consommation énergétique, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment un sujet. Et je pense que la question n'est pas raser ou pas raser. La question, elle est, il y a une qualité urbaine aussi dans ces lieux-là. Il y a une qualité architecturale. Il faut s'en emparer. Il faut s'en emparer aussi, effectivement, en travaillant avec des disciplines qui sont plus des sciences sociales. Mais il faut faire dialoguer les deux. Et un des gros enjeux, et je vais laisser la parole après à l'ADEME, mais c'est quand même ça, c'est aussi que ce pavillonnaire-là,
ça pourrait être, je dis ça pourrait être, un formidable terrain de recherche pour énergéticiens et architectes. Et ça, c'est quand même deux univers qui se croisent assez peu, qui ont du mal à dialoguer ensemble, et je ne mets la responsabilité ni sur l'un ni sur l'autre en particulier. Très vite, l'architecte est embarqué dans l'esthétisme pur, les goûts, les couleurs, ça ne discute plus, et l'énergéticien, c'est la performance, voilà. Non, il y a des gens qui vivent, ça crée de l'espace privé, mais ça crée aussi de l'espace public. Donc, il faut que tous ces métiers-là puissent dialoguer ensemble. Et je pense que cette question des politiques publiques, elle est pour ça essentielle. Donc, merci. Merci beaucoup, Valérie. Donc, cette deuxième table ronde, on va l'organiser en deux temps. Un premier temps où je vais demander à nos intervenantes de réagir à la recherche et au débat qu'il y a pu y avoir avant, mais en donnant un petit peu plus de perspectives. Et puis, dans un second temps, eh bien, passer des perspectives générales à des hypothèses de travail pour faire évoluer non seulement ce type constructif, mais aussi ces types de tissus, puisqu'on est à la fois dans cette observation à l'échelle de la maison individuelle et à l'échelle du quartier. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Lucille Mettetal de l'Institut Paris Région, pas simplement pour avoir un contrepoint francilien par rapport à des terrains qui étaient à Toulouse et à Saint-Brieuc, mais parce que à l'Institut Paris Région, vous êtes intéressé aux trajectoires de ces pavillons, de ces tissus pavillonnaires, et parmi ces trajectoires, il y en a une qui est celle du pavillon réinvesti, celui qui a été étudié par les chercheurs, mais c'est une figure parmi d'autres, et vous avez essayé d'élargir un petit peu la perspective analytique en décrivant des trajectoires plus particulières. Donc, à la fois en réaction à l'exposé et à partir de vos travaux, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces trajectoires ? Alors, nous, on a posé sur la table l'équation impossible qui semble mener à une impasse des aspirations à la maison individuelle réactivées par la crise sanitaire, consolidées par le télétravail et les impératifs environnementaux qui se traduisent notamment par le ZAN. En se disant, dans nos métiers, on a peut-être un peu souvent considéré la densification comme étant une pensée magique, un genre de Graal, même en l'appelant douce, peu importe. Et d'ailleurs, en l'appelant douce, on a sacrifié pas mal de jardins au passage, et qu'en Île-de-France comme ailleurs, le pavillonnaire, il disparaît aussi. Et du coup, on a fait une étude qu'on a failli appeler d'ailleurs dernier inventaire avant liquidation, mais on l'a appelé dernier inventaire avant transformation. Et on a travaillé sur différentes trajectoires. L'habitat patrimonialisé, l'habitat réinvesti, l'habitat dégradé et l'habitat immobile. Et ces trajectoires, en fait, ont fait l'objet d'un atelier, tu y étais, et puis feront l'objet d'une deuxième étape à cette étude dont je pourrais vous dire quelques mots par la suite. Est-ce que tu voulais que je décrive ces trajectoires ? En fait, on a tiré un peu en quelques mots. Ok, ça marche. C'est écrit petit. Ça va aller, ça va aller. Je peux commencer par l'habitat réinvesti, puisque c'était un peu l'objet de l'étude Réenchanter le pavillonnaire. C'est un habitat en fait dont la forme et l'aspect ont souvent évolué par extension, surélévation, traitement de façade, rénovation énergétique, qui a souvent aussi connu des transformations dans les modes d'occupation et de gestion, avec de nouvelles cohabitations, notamment avec de l'habitat participatif, avec le développement du co-living, avec du coup l'apparition de sociétés comme Casa ou Colonize qui rachètent des maisons pas forcément faciles à investir parce que un peu trop spacieuses pour en faire
des colocs de luxe parfois. Donc on n'est pas que dans un modèle du ménage avec 2 parents, 2 enfants qui réinvestit un pavillon. Là, dans ce que vous avez observé, en tout cas en Île-de-France, on est sur des figures assez variées. Est-ce que ça se traduit par une forme de gentrification sur certains espaces? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même des figures, celles notamment défendues par Casa, plutôt destinées aux classes supérieures. Oui, ça se traduit par une montée des prix dans certains secteurs. On est plutôt dans le cœur de l'agglo, on est plutôt dans Petite Couronne, on est plutôt à l'ouest et au sud de la Petite Couronne. Là où, au nord-est, on a d'autres phénomènes, avec un enjeu, comment maintenir en fait, les familles des classes moyennes dans un parc qui, en étant réinvesti, subit une certaine pression avec des prix à la hausse. On verra peut-être tout à l'heure pour les politiques d'accompagnement de ces types de tissus-là. Et alors, les autres trajectoires? On a l'habitat qu'on a appelé patrimonialisé. Alors, soit parce que c'est une forme architecturale rare, donc patrimonialisé de fait, une forme architecturale un peu spécifique, soit parce que c'est un habitat individuel qui est protégé par les documents d'urbanisme, avec là des tissus qui évoluent assez peu dans leur forme et qui concernent des territoires différents, donc des territoires valorisés comme Marne-la-Coquette en Île-de-France ou encore le Vésinet, et d'autres territoires qui ne l'étaient pas valorisés, mais qui se distinguent par des politiques de protection de ce pavillonnaire via les règles du PLU, et des communes comme Montfermeil ou Livry-Gargan, qui sont en passe de définir des secteurs avec des protections accrues du pavillonnaire. Et ça intègre le patrimonialisé aussi du patrimoine un peu labellisé, comme les patios à Grigny, c'est de l'habitat individuel social, ou les hameaux de La Roche à Rissorangis. On a le dégradé. Oui. Donc le dégradé, c'est l'habitat qui va devenir insalubre, etc. C'est le nord-est de la métropole avec des phénomènes de division pavillonnaire, d'exploitation locative intensive, le phénomène des marchands de sommeil. C'est le cœur de bourg aussi, l'habitat du cœur de bourg, qui est un habitat dégradé et parfois vacant. C'est la part sombre de la densification. Oui. Alors, il disparaît aussi, cet habitat dégradé, par phénomène pas forcément de requalification et de rénovation, mais par phénomène de démolition et de reconstruction au profit de petits collectifs. Et puis, l'habitat immobile. Dans l'habitat immobile, en fait, il y a deux aspects. C'est soit de l'habitat récent qui en est encore à son premier cycle de vie, premier cycle d'occupation, on va dire. Et de fait, il a encore peu évolué, il est récent. Et l'habitat, en fait, des grands ensembles d'habitats individuels identiques, type grande propriété horizontale, encore soumis à des règlements de copropriété qui, pour certains, datent des années 70. Et là où les PLU ont évolué et se sont assouplis, ces règlements sont restés en l'état. Et ils évoluent peu ou pas du tout à cause de ces règlements de droit privé, mais aussi de par leur forme. C'est de fait difficile à diviser, alors d'autant plus si c'est une copro, de toute façon, c'est impossible. Donc ça en devient des objets, alors j'hésite entre immobile et patrimonialisé. Là où l'habitat individuel se raréfie en Île-de-France, ça va peut-être devenir des objets un peu patrimoniaux, les seuls endroits où ça ne bougera pas. D'accord, merci. Donc vous avez fait toute une cartographie de ces tissus-là, et on a des éléments un peu de quantification. C'est ce que ça représente par rapport au reste du tissu urbain ou à l'intérieur même du tissu pavillonnaire? Ce qu'on a quantifié surtout, c'est les transformations. Et donc, je pourrais vous en parler après. Ce qui relève de la densification douce, ce qui relève de la densification plus dure, à savoir le recyclage. Mais là, on n'a pas quantifié, sachant qu'il y a des passerelles entre tel ou tel type, entre immobile et patrimonialisé. Le dégradé, en fait, est parfois requalifié, parfois. Donc, c'est très difficile à quantifier. D'accord, et des trajectoires encore incertaines. Merci Lucile. Donc, je vais donner maintenant la parole à Anne Lefranc. Anne Lefranc, donc vous êtes
coordinatrice du pôle aménagement des villes et des territoires à l'ADEME. Donc, la question, la construction, ça n'est pas directement votre objet. En revanche, l'évolution de ces quartiers-là, vous y êtes sensible, vous êtes dépositaire des programmes de l'agence en direction de tous les types de territoires. Or, ce qui nous a été dit, c'est que, à travers l'étude, c'est que ces tissus pavillonnaires-là étaient un petit peu hors du champ de l'action publique, dans la zone d'ombre. Qu'est-ce que vous a appris cette recherche en regard des politiques que vous meniez, de l'expertise que vous pouviez avoir sur ces questions-là? Vaste question quand même, oui. en très peu de temps. Non, voilà, moi je voulais juste réagir sur le fait effectivement que, alors, on est effectivement sur des politiques publiques. Aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure la non-absence de politique publique. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quand même des politiques publiques qui vont dans le sens de la transition écologique, heureusement. Seulement, aujourd'hui, on a quand même un alignement de planète entre ces politiques et les crises, malheureusement, que nous traversons, hein, que ce soit sanitaire, qui a mis en exergue la possibilité d'avoir un accès au logement avec un bout de jardin, avec le développement du télétravail, avec les mobilités qui se sont actives, qui se sont plus développées. Donc la crise sanitaire a permis effectivement a permis ça. Demain, la crise énergétique avec l'envol des énergies montrera aussi que les politiques aussi de rénovation ont été peut-être trop faibles jusque-là. Et évidemment, encore après-demain, la crise climatique nous rappellera à l'ordre sur notamment tout ce qui est adaptation au changement climatique et notamment tout ce qui est îlots de chaleur urbains, etc. Donc là, on a un vrai rappel. Je pense qu'il faut le prendre en considération. Et effectivement, nos politiques publiques aujourd'hui, il faut peut-être... voilà, aujourd'hui, on a un objectif quand même de zéro artificialisation nette. Alors moi, c'est un peu mon dada en ce moment. Et en tout cas, à l'ADEME, c'est quelque chose qu'on regarde sous l'angle plutôt opérationnel. On ne débat pas vraiment sur oui ou non. En fait, on met en place une expérimentation où on accompagne des collectivités sur le zéro artificialisation nette, parce qu'aujourd'hui, on a cet objectif, et je pense que ça, on ne le remet pas en question, mais voilà, c'est comment on met en place ces politiques dans les territoires, et notamment comment on prend en compte des fonciers qui sont aujourd'hui invisibilisés, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour justement identifier des potentiels. Des potentiels, alors aussi de densification, mais pas que, d'intensification des usages. Potentiel aussi, on l'a évoqué aussi, parce que de nature en ville, de jardin, de continuité de trame écologique, etc. Donc tout ça, tout ça se conjugue, évidemment, quoi. Donc, ce sont des territoires qui présentent un certain potentiel, mais le constat était un petit peu en demi-teinte. C'est à la fois un parc d'accueil pour des ménages qui ne vont pas aller s'installer dans un périurbain plus lointain et générer des déplacements, mais en même temps, on est dans des territoires où on dépend de la voiture. Il y a une amélioration du confort thermique, mais on a des performances qui n'est pas complètement au rendez-vous. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une place pour ces tissus-là dans les politiques extrêmement ambitieuses qu'on doit mener aujourd'hui? Évidemment, je pense que là, on est vraiment pour montrer justement le potentiel de ces zones-là. Et ce n'est pas des zones qui sont indépendantes, elles sont dans la ville, interconnectées. Voilà, donc c'est aussi dans des réseaux de transport, etc. Donc, bon, voilà, ça, c'est le potentiel. Mais pourquoi on a cristallisé un petit peu la réflexion sur le pavillonnaire? Parce que quand on pense au pavillonnaire, on pense surtout à nouveaux pavillonnaires. On pense à la construction hors de la ville, dans l'étalement urbain. C'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. C'est pas le fait d'avoir du pavillonnaire. Bien au contraire, c'est justement du potentiel et une offre de logement que l'on a et qu'il faut évidemment se saisir. Aujourd'hui, on artificialise les sols 4 fois plus
que ce qu'on a, que la croissance de la population. Donc on est dans une, j'ai entendu dire, ébriété foncière qu'il faut évidemment stopper. Et ça, c'est l'objectif effectivement du zéro artificialisation nette. Mais maintenant, quand on a dit ça, c'est évidemment repérer ces potentialités là où on peut densifier. Là, on ne peut pas densifier partout. Hein. On a le côté négatif de l'hyperdense et on l'a tous peut-être vécu aussi un confinement, peut-être certains ménages dans ces villes, et c'est évidemment pas quelque chose que l'on porte. Nous, on porte le message plutôt de faire la ville dense, durable et désirable. Et dans le désirable, il y a aussi évidemment la qualité d'usage, la qualité architecturale, la qualité d'accès aux services. Et tout ça, évidemment, voilà, ça se travaille aussi sur ces espaces-là. Merci beaucoup, Anne. Alors, on a parlé qualité d'usage, confort, on a parlé performance énergétique, et puis il y a la question des services rendus à la nature, de la biodiversité. Et là, ce qui nous a été dit, c'est qu'effectivement, il y a un potentiel, mais qui est pour l'instant peu investi par les nouveaux occupants. Alors, on a parlé de disparition de la culture botanique et jardinière. Moi, j'ai trouvé ça très fort comme expression. Alors, en tout cas, si on voulait que ces tissus-là rendent finalement le service qu'ils ont pu rendre ou qu'on leur prête aujourd'hui, est-ce qu'il faut laisser les ménages finalement prendre du temps, ou est-ce que vous, dans ce que vous observez, il y a des choses qu'on peut peut-être améliorer ou accompagner? En tout cas, pour ce qui est de l'intérêt en termes de biodiversité de ces quartiers résidentiels au tissu plus large, là, au niveau en tout cas scientifique, les résultats montrent que justement ce sont des quartiers au contraire qui ont un grand intérêt. Et donc là, je renvoie à la recherche menée par le PUCA, le programme de recherche qui s'appelle BOM pour biodiversité et morphologie urbaine, qui est mené depuis 2019. Et donc là, il y a un état justement des connaissances qui a été produit par Morgane Flégaud, qui est accessible en ligne, que vous pouvez consulter. Et donc là, c'est vraiment ce résultat-là, il est apparu, il est dans les résultats qui ont été mis en avant, et même parmi les plus intéressants, parfois même plus qu'en milieu rural dans certains cas, et dans des études qui étaient menées sur plus de 32 villes en Europe, donc quelque chose qui était assez large. Et donc plusieurs raisons pouvaient expliquer ça, effectivement cette question du tissu large, mais aussi de cette mosaïque de paysages qui peut être parfois présent dans ces quartiers, avec du coup une diversité d'habitats qui peut être proposée aux animaux et aux plantes. Donc c'est ce côté d'hétérogénéité. Donc ce rôle des jardins privés comme intérêt pour la biodiversité, il est connu, mais effectivement il est très dépendant de la gestion que peuvent pratiquer les habitants. Mais on sait qu'en même temps la gestion, ça vient en fonction de quel habitant la pratique. L'un peut défaire ce que l'autre a fait. Je sens aussi que dans la recherche et dans les ménages rencontrés, c'était beaucoup des changements de propriétaires avec des habitants assez récents. Et on sent aussi, c'est peut-être un défaut, mais c'est que quand on arrive quelque part, il y a une façon de s'approprier l'endroit qui passe par refaire l'intérieur, mais aussi par un peu chambouler l'extérieur, même si peut-être c'était le jardin qui avait plu, mais je lisais que parfois le jardin qui avait plu, quelques années après, il avait quasiment disparu, on avait déplanté, on avait remplacé... Voilà, on avait mis une pelouse ou mis des plantes méditerranéennes. Donc on sait que ces choses-là peuvent changer, qu'il y a des effets de mode, qu'il y a des actions d'incitation, d'accompagnement. Les CAE peuvent accompagner les propriétaires privés. Donc là, pour moi, c'est pas fichu, quoi. Je veux dire, on peut toujours regagner. Et beaucoup de choses sont parfois faites pas dans le bon sens, mais plus par méconnaissance que par vraie volonté de vouloir... Et donc, ces quartiers, ils ont de l'intérêt, ils s'inscrivent pleinement dans la trame verte urbaine, parfois quand ils sont plus en périurbain, en connexion avec d'autres réservoirs de biodiversité à l'extérieur. Il y a un enjeu important des cœurs d'îlots jardinés et de justement ce qu'ils peuvent représenter. Ça, c'est l'importance aussi de la clôture, on a un peu parlé, mais la clôture, si elle est végétale, si elle a des passages, voilà, tout d'un coup, on a des accès facilité par exemple pour la petite faune.
Mais ce que je voulais mettre en avant, donc là, l'intérêt, il est indéniable. Par contre, ce que nous, on a mené une étude là qu'on a achevée cette année, végétal et espaces de nature dans la planification urbaine. Depuis 2019, on avait fait une consultation nationale auprès des collectivités, donc c'était plus pour parler de l'enjeu de se saisir du sujet par les collectivités. Là, un des enseignements de ce travail, c'était que les espaces verts privés, ils sont parmi, mais de très loin, moins bien connus en termes de quelle biodiversité ils renferment de la part des collectivités. Et on ne protège pas ce qu'on ne connaît pas. Enfin, si on ne connaît pas quel patrimoine, quelle richesse on a là, là c'est vraiment la clé, de mieux connaître ces espaces-là pour aussi repérer, puisque des outils existent. On peut protéger des arbres, on peut protéger des haies dans les documents d'urbanisme, mais pour ça il faut des inventaires, il faut une connaissance. On peut avoir des occasions de sensibiliser les propriétaires, des collectivités le font, par exemple ils classent tel haie, tel arbre ou tel bouquet d'arbres en espace boisé classé. Il y a un contact avec le service espace vert qui vient expliquer pourquoi ça a été classé, et même donner des conseils de gestion. Donc il y a des collectivités qui le font. On a des collectivités aussi comme à Orléans par exemple qui ont classé au titre de l'article L151-23 beaucoup de jardins en cœur d'îlot. Du coup près de 700, ce qui est quand même conséquent. Donc pour justement protéger ces ensembles de cœur d'îlot, et ce que nous expliquait, rapporter le service urbanisme, c'est qu'il y a finalement il y a des propriétaires privés qui se sont saisis de cet outil et qui ont demandé à la collectivité, eux-mêmes en collectif, d'avoir leur propre jardin classé. Donc c'est possible aussi quand il y a une prise de conscience de l'intérêt que peuvent avoir ces espaces. Merci. On est déjà un petit peu dans la deuxième partie de la table ronde, mais c'est à dessein. Je savais que vous alliez partir là-dessus. Donc, finalement, avant toute politique d'accompagnement, une politique d'amélioration de la connaissance, d'inventaire et du classement, mais pas que du classement, des actions un peu plus volontaristes. Si on a le temps, je vous demanderai de nous donner des exemples. Mais donc, je vais remonter le tour de parole en repassant la parole à Anne Lefranc. Donc, on a besoin de politiques volontaristes, mais parfois on se demande si c'est des politiques en direction des particuliers, en direction des ménages, ou parfois des politiques en direction des collectivités. Et on a parlé beaucoup des ménages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour élargir ça et pour donner des perspectives plus politiques à cette issue-là? Il faut faire les deux, bien sûr, politique des ménages et politique à l'égard des collectivités territoriales. Mais je voudrais insister sur justement la partie collectivité territoriale, parce qu'aujourd'hui, elles sont en première ligne, ces collectivités territoriales. Quand on parle justement d'aménager le territoire, d'aménager la ville, c'est par eux que ça passe. Et donc aujourd'hui, elles sont parfois un peu démunies et, par les injonctions qui peuvent arriver de toutes parts, notamment sur la transition écologique. Et nous, on voit, en tout cas côté ADEME, que quand on les accompagne, on a une expérimentation là où on accompagne des collectivités, 22 territoires dans l'objectif de ZAN. Elles sont vraiment en demande d'avoir des démarches, des outils, de l'ingénierie aussi, parce que c'est ça aussi qui est au centre de ça. Et donc, l'idée, c'est que nous, on les accompagne à la fois sur leur stratégie, intégrer justement la rénovation du pavillonnaire urbain. Ça s'inscrit à une échelle plus large que la planification urbaine, très clairement, et aussi pour tout ce qui est artificialisation des sols. Et donc ça doit se décliner après sur des opérations. Mais tant qu'on n'a pas déjà réfléchi à la stratégie du territoire, et notamment ça passe par un état des lieux, l'observation de son territoire, quelle qualité d'espace j'ai, quel ménage habite où. Voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent percuter aujourd'hui avec une meilleure connaissance du territoire et de son évolution dans le temps. C'est conjuguer finalement l'échelle spatiale avec l'échelle temporelle.
Et ça, on croit beaucoup à justement l'établissement de trajectoires aussi. On a mené des scénarios prospectifs et derrière, on a besoin d'imaginaire pour embarquer justement alors, toutes les cibles, mais aussi les collectivités territoriales, ne les oublions pas. Et évidemment, derrière, c'est aussi prendre en compte les aspirations des citoyens. Évidemment, derrière les aspirations, on en a parlé beaucoup sur la maison individuelle. C'est quoi ? C'est avoir de l'intimité, moins de promiscuité, avoir accès à de la nature avec un jardin ou un jardin peut-être partagé. Et donc, on a à réfléchir aussi à de nouvelles comment dirais-je, formes urbaines aussi. On imagine toujours des tours, mais en fait, aujourd'hui, on peut très bien faire du petit collectif avec des espaces voilà, extérieurs qui font un petit peu le vivre ensemble, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout ça à imaginer et à conjuguer, mais relativement vite aussi. Donc, il y a quelque chose il y a comme une urgence quand même. Il y a quelque chose qui existe entre une approche arithmétique de la densification et la patrimonialisation architecturale. Ça vous dites. Et on va revenir sur la question de l'imaginaire après. Lucile Métotal, donc justement, on parlait de patrimonialisation. La protection, je relis mes notes. Voilà, il y a un enjeu de mutation, pas simplement de densification, et d'intensification également. Est-ce que vous connaissez des exemples de territoires où la collectivité publique, la collectivité territoriale est intervenue pour aider à cette transformation-là, cette mutation-là, et de façon qu'on pourrait juger intéressante ou prometteuse aujourd'hui ? Oui. Merci. Voilà. Non, parce qu'en fait, je ne sais plus de quoi on parle, pardon, mais... Oui, alors du coup, est-ce que en fait, la question, c'est de savoir si des communes ont lutté au recyclage, ont lutté aux divisions parcellaires, ont lutté... Enfin, voilà, parce qu'il y a d'un côté, en Île-de-France en tout cas, mais ailleurs, j'imagine, la disparition du pavillonnaire, qui est un sujet qu'on appelle le recyclage. Donc, on va parler de densification dure. Et il y a ce qu'on appelle la densification douce, à savoir dents creuses, division parcellaire ou densification à la parcelle sans division. C'est deux phénomènes différents. La densification dure, c'est 6 000 logements par an qui sont produits en Île-de-France par ce biais. La division parcellaire, c'est 1000 et quelques logements qui sont produits par an en Île-de-France par ce biais. C'est pas les mêmes stratégies en fait pour les collectivités. Là où en fait ça se pose de manière très aiguë en Île-de-France, c'est pour effectivement ces communes un peu sous tension qui sont plus ou moins la proie des promoteurs, alors qu'on peut-être mal géré leur PLU en fait, j'en sais rien, mais en tout cas qui voient le pavillonnaire disparaître au profit du collectif. Et il ne s'agit pas en fait de dire que c'est bien ou pas bien. Il s'agit de dire à un moment donné, ces collectivités ont perdu en tout cas la maîtrise du devenir de leur territoire. Et ça pose problème. Et que dans le devenir de leur territoire, il y a à un moment donné l'occupation de ce territoire qui on veut accueillir, mais qui on veut maintenir aussi. Et alors ça se pose particulièrement en Île-de-France, mais le maintien des familles, des classes moyennes est un enjeu. On ne parle même plus de les attirer, mais de les garder aujourd'hui. Alors sans parler d'exode massif, tu es bien placé pour le savoir, hein, petits flux, grands effets. Néanmoins, on partait déjà de l'Île-de-France il y a quelques années. On partait déjà de l'Île-de-France avant la crise sanitaire. Mais là, crise sanitaire plus télétravail, on a un nouveau desserrement résidentiel en cours, avec des phénomènes d'éviction en troisième couronne, l'Oise, l'Eure et l'Eure-et-Loire, ou ailleurs en province. Donc oui, il y a des communes. Donc c'est ça ta question. Non, mais tu as répondu à la question que j'aurais dû poser, en fait. Mais vas-y, termine, donc réponds à la question que j'ai finalement posée. Oui, pardon.
Oui, donc je revenais sur la densification dure, qui est un peu le cœur de la question. Peut-être pour dire déjà que ça produit 6 000 logements par an, que tous les ans, c'est 1 000 hectares de secteurs d'habitat individuel qui disparaissent en Île-de-France, mais qu'en parallèle, c'est 3 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont consommés pour de l'espace, pour d'habitat individuel. On sent bien qu'avec le ZAN, il va falloir reposer la question différemment et éventuellement avoir de nouvelles réponses. Parmi les territoires où le tissu pavillonnaire, il est marqué par ce qu'on appelle du recyclage, donc on démolit le pavillon et on construit un collectif. C'est curieux d'appeler ça du recyclage. On appelle ça du recyclage. Oui. C'est joli. Oui. Enfin, c'est du recyclage du foncier, c'est pas du recyclage du bâti. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça du recyclage. On a des communes comme Clichy en première position, des communes comme Clichy, Gennevilliers ou Saint-Ouen. On a des communes qui sont situées à proximité des pôles d'attractivité comme la Défense avec Puteaux et Nanterre par exemple. Des communes qui sont situées pas loin de Roissy comme le Mesnil-Amelot et Roissy en France, ou des communes proches de Saclay comme Châtenay, Malabry et Massy. À l'échelle de la petite couronne, il y a seulement quelques communes qui pourtant ont des profils socio-démo et morphologiques très variés qui semblent échapper à ce phénomène, comme Sèvres, Meudon, Montfermeil ou encore la Courneuve. Avec là, en fait, semble-t-il, une moindre pression ou des protections de l'habitat individuel qui ont été mises en place. Et parmi donc, ces communes qui ont pris le sujet à bras-le-corps, voilà, on a Meudon, Sèvres, Montfermeil, Sceaux, Antony ou Champigny, qui ont souhaité, à travers leur PLU, limiter les possibilités de mutation et de construction dans le pavillonnaire, en passant par le coefficient d'emprise au sol, en passant par des hauteurs limitées, en passant par des règles de stationnement qui sont trop ambitieuses pour permettre le collectif, en passant par des règles de pleine terre, aussi de maintien de la pleine terre, ou des règles de retrait, et qui ont souhaité sanctuariser une partie de leur pavillonnaire au profit d'opérations maîtrisées, qui reviendraient un peu en force, type ZAC ou autre, avec la volonté de dire la transformation aujourd'hui se fait au fil de l'eau par les promoteurs, on reprend les rênes. Et à Colombes, le maire, il évoque bien cette complexité de cette équation paradoxale entre la densification qui est encouragée par les politiques publiques, par un marché très porteur, et la protection d'une zone pavillonnaire qui est portée par les habitants, même si les propriétaires cherchent aussi à vendre aux plus offrants, une zone pavillonnaire qui est convoitée par les Parisiens en quête d'espace, qui est perçue comme la plus grosse réserve foncière d'Île-de-France, avec ses 9000 pavillons aux portes de Paris, 2/3 de la surface de la commune, qui héberge moins d'un tiers des habitants. Et à un moment donné, voilà, est-ce que ça peut tenir ou pas? Est-ce qu'un maire comme le maire de Colombes peut dire « moi, je préserve ma zone pavillonnaire », c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce qu'à l'avenir, il pourra encore tenir ce discours? Je ne sais pas. Champigny aussi a mis pas mal de règles dans son PLU, enfin c'est en cours. Lui, pour plus limiter les divisions parcellaires, qui mangent des jardins de la pleine terre et qui sont plus ou moins anarchiques, pas maîtrisés, qu'on a appelé à tort de la densification douce et qui se fait de manière relativement anarchique aujourd'hui. Donc on est plus au cœur de tensions de l'action publique que hors du champ de l'action publique, finalement. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui sur cet issue-là, sur ce parc-là. Alors on va peut-être passer la parole à la salle pour des questions, et puis je vous laisserai un mot de conclusion peut-être sur ce que peut être l'imaginaire urbain de demain, si finalement ce parc-là est amené à perdurer et pas à disparaître au profit d'un recyclage foncier ou d'une patrimonialisation un peu immobilisante. Voilà. Mais peut-être qu'on va passer la parole à la salle. Alors, donc l'ADEME,
Ouais, je me puis permets, le PUCA. d'intervenir. Bon, je vais poser une question rapide parce qu'on m'a déjà entendu. Et le but, c'était plutôt d'entendre les participants aujourd'hui, mais c'est un point qui me tient à cœur, c'est en fait la manière dont on présente biodiversité et potager, puisque donc agriculture urbaine n'est pas égale à biodiversité. Ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on met en œuvre des pratiques durables dans le cadre de cette biodiversité, enfin de ces cultures urbaines. Et en fait, un potager, ça peut être au contraire hyper pauvre en biodiversité et voire catastrophique pour de la biodiversité. Enfin voilà, j'ai toujours un peu cette tension en tête, et là, c'était pas forcément hyper clair, j'ai trouvé dans les propos des uns et des autres. Mais hyper intéressant les questions de biodiversité dans ces espaces-là. Et donc de nature en ville. Et j'avais une question, c'est, on avait un petit peu évoqué ces débats-là, mais est-ce qu'on pourrait comptabiliser les jardins non artificialisés dans les objectifs je sais pas si c'est du ZAN ou en tout cas, comment ces espaces-là on les catégorise. Enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est pas le cas, ils sont pas comptabilisés. Et est-ce qu'il y a un débat là-dessus, quoi? Oui. Hélène Pesquine. Oui, j'interviens un peu aussi parce que je vais devoir vous quitter, donc ça me donne l'occasion de remercier tous les intervenants. D'ailleurs, nombre d'entre vous ont cité d'autres travaux du PUCA, donc je les en remercie. Les territoires pilotes de sobriété foncière, le programme BAUME et l'exode urbain sur les petits flux grands effets. Donc plutôt une remarque un peu générale pour dire que finalement la place de ces quartiers dans une politique de transition qui va s'orienter très fortement décarbonation, sobriété, adaptation, c'est certainement pas la même que celle qu'on aurait imaginée encore il y a 5 ou 10 ans. Pour toutes les raisons que vous avez évoquées cet après-midi. Une des premières raisons, je pense, on l'a évoqué avec le télétravail, mais c'est la tendance à la démobilité. Et en fait, le prix du carburant, déjà dès maintenant et certainement dans les années à venir, va faire que sans doute cette tendance-là va s'accentuer. Et les gens qui ont la capacité chez eux d'accueillir un espace qui leur permet de travailler une partie de la semaine, ils vont avoir tendance certainement à l'utiliser davantage. Et donc ces espaces qui le permettent, ces pavillons qui permettent d'avoir plusieurs types de fonctions d'usage, selon le temps, la période de l'année, de la semaine ou de la journée, certainement vont prendre de la valeur. Ça pose la question de la valeur d'ailleurs de ces pavillons et de la manière dont ils seront regardés par le monde économique qui s'intéresse à l'immobilier urbain. Il y a aussi la question de l'adaptation des logements au vieillissement. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est aussi une prémisse déjà d'adaptation avec des rez-de-chaussée qui sont accessibles à des personnes vieillissantes. On voit bien que là aussi, il y a un potentiel qui n'est sans doute pas assez mis en valeur encore comme une ressource pour ces questions qui nous attendent à la porte. On a parlé, ça vient d'être évoqué, des espaces plantés. Il se trouve que quand on s'intéresse aux pavillons des années 50 à 70, ils ont pu être plantés d'arbres à haute tige il y a déjà 50 à 70 ans. Non, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas avec des arbres qui ont déjà de la hauteur, c'est-à-dire aujourd'hui on dit qu'il faut beaucoup végétaliser, mais on plante des arbres qui font 2,50 m ou 3 mètres avant qu'ils fassent de l'ombre et du rafraîchissement urbain. Il va s'écouler un certain temps. Donc la valeur effectivement de ces espaces végétalisés, notamment plantés avec des arbres de haute tige dans des zones plutôt denses, puisqu'on est en péricentralité, on a dit, c'est aussi une valeur qui est sans doute pas encore bien reconnue dans les décrets d'application du zéro artificialisation nette, mais que je trouve intéressante à mettre en avant. Et puis, dernier point qui me semble important, c'est la question finalement des aménités urbaines et notamment des espaces publics. Alors peut-être que je n'ai pas été claire tout à l'heure, mais quand je disais finalement c'est la vision du quartier depuis l'espace public qui est peut-être dévalorisée dans l'esprit, dans l'image qu'on peut en avoir, c'est aussi le fait de l'espace public lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas traité comme un espace urbain. Et donc au-delà de ce qui peut se jouer derrière les haies et les portails, il se joue quelque chose sur la qualité de cet espace public, et ça a été dit aussi sur l'immobilité douce, et peut-être sur d'autres aménités, comme disait Rachel Linossier, qui peuvent s'installer petit à petit sous des formes de densité qui sont équivalentes à celles qui existent aujourd'hui dans le quartier, et apporter de la proximité de la ville du quart d'heure, comme on n'imaginait peut-être pas encore il y a une dizaine d'années. Excusez-moi, j'étais un peu longue, mais en tout cas, bravo, c'était vraiment une très belle après-midi de débat. Alors, il ne faut pas oublier la question de Cécile Grécy, mais voilà, sur les communs. Voilà. Alors, peut-être je pense que la question des communs mérite un petit développement à part. On peut peut-être répondre juste avant sur la question alors, il y avait deux questions autour de la biodiversité. Le potager, est-ce que c'est de la biodiversité? Et deux, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre du ZAN, les jardins pavillonnaires sont considérés comme artificialisés ou pas artificialisés? Alors,
Oui, le jardin est considéré comme artificialisé, le bâtiment et tout ce qui est attenant, la parcelle en fait. Pourquoi ? Parce que quand on compte le ZAN, on compte la dynamique d'artificialisation. Enfin, je pense que c'est pour ça. Hein. Après, j'ai pas non plus toutes les réponses, mais l'idée c'est que en fait, on pénalise quelque part de construire du pavillonnaire, parce que effectivement, il y a voilà, c'est juste dans la comptabilité en fait, c'est compté comme artificialisé pour éviter justement d'en construire trop. Voilà, donc on sait qu'aujourd'hui, l'artificialisation, sur les 20 000 hectares artificialisés par an, 68% c'est de l'habitat, et c'est un moteur très fort d'artificialisation, parce que quand on construit une nouvelle zone pavillonnaire, on va construire les routes, on va construire le réseau, on va construire la zone commerciale qui va à côté. Donc voilà, c'est plus dans une optique d'endiguer, mais plus dans un aspect on a un instrument qui perd une capacité de prendre en charge ces effets potentiellement bénéfiques sur la biodiversité. Alors, à condition qu'on n'y fasse pas de potager ou Oui, non, mais le potager, bien sûr, peut-être que c'est pas une réserve de biodiversité phénoménale. Moi, je le prendrais plus comme une éducation à la biodiversité. Voilà, c'est plus, je fais attention, effectivement, ne serait-ce que quand on a des enfants, avoir un potager, les éduquer à la nature, quels produits, mais je le vois plus sous l'angle peut-être social, éducatif, à la nature, le lien à la nature, que vraiment une réserve de biodiversité, parce que c'est vrai que si on met des pesticides à tout va, etc., ça sera pas génial. Voilà, mais après, c'est un avis personnel. Non, mais en tout cas, les pesticides, on est censé plus en mettre, donc déjà, ça devrait régler la question, au-delà des utilisations maintenant qui ne seraient pas dans le cadre légal. Et un potager, c'est pareil, il peut y avoir des pratiques très vertueuses de potager. Enfin, après, là, je reviens sur la question des pratiques de jardinage écologique qui peuvent être aussi dans le potager. Et que les collectivités, elles peuvent aussi avoir des formes d'incitation, de sensibilisation auprès des habitants. Il peut y avoir certaines pratiques, par exemple des incitations à l'achat de récupérateurs d'eau pluviale, de composteurs. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'occasions de passer des messages aussi, et puis de créer aussi, se baser sur le tissu associatif, les collectifs qui existent pour les accompagner à mettre en place des choses. Et en tout cas pour le potager, il y a pas de, c'est possible aussi d'avoir quelque chose de vertueux. Merci. Lucille, rapidement Non, à la fois je comprends en fait l'argument de l'État sur le sujet, et à la fois en fait on a tué là tout espoir de considérer le jardin comme étant alors, pas complètement, parce que dans l'arrêté de définition des terres artificialisées, il y a une 6e catégorie qui est assez ambiguë dans sa formulation et qui permet d'imaginer que le jardin du pavillon peut être considéré comme un habitat naturel. Encore faut-il le documenter, et je pense qu'on va avoir de nombreux débats là-dessus. Non, mais on a mis beaucoup d'intelligence au profit de la densification, et en considérant du coup l'habitat pavillonnaire juste comme un gisement foncier. On dit aujourd'hui, on est un peu tous d'accord pour dire, bon, on a peut-être fait fausse route, on a de l'intelligence à mettre ailleurs. Et moi, je trouve que ce décret, en fait, il donne pas la bonne direction. C'est-à-dire que, à nouveau, en fait, c'est quelque part considérer l'habitat pavillonnaire comme un gisement propice à la densification. Comment on va en fait sensibiliser ou contraindre les jardiniers à entretenir correctement leur jardin si on considère que c'est un espace artificialisé? Je trouve qu'on est quand même mal barré dans l'histoire. Ok, objet de controverse, voilà, qui rencontre une partie de l'assentiment de la salle. Alors, on parle politique publique, jardin individuel, et il y avait une question sur les communs, qui est peut-être une manière de poser le problème dans des termes différents. C'est très en lien avec les jardins encore. Hein. Donc moi, je m'appelle Camille Arnaudin, donc je suis directrice d'études qualitatives. Je travaille sur une mission actuelle avec ma voisine Lucille, qui est designer, Lucille Sauzet, qui est designer pour une mission sur le confort thermique centré sur l'humain pour le Roi Merlin Source. Et alors ma question sur les communs, c'était justement par rapport à ces jardins, notamment qui sont des espaces privés souvent peu visibles, ou pas visible de ce qu'on appelle l'espace public, et de pouvoir considérer justement ces espaces privés comme des communs,
et à savoir ne pas de pouvoir les penser en termes de politique publique comme des communs, parce que les gens n'ont pas forcément conscience que effectivement leur jardin individuel, il est connecté à un autre jardin qui est connecté à un autre jardin, et que tout ça peut faire effectivement des corridors pour des animaux, que ça peut polliniser, et que tous ces jardins isolés les uns des autres sont en fait forment une sorte d'écosystème, sont connectés, et que les gens n'ont pas forcément conscience de ça, et que ça, en termes de politique publique, ça pourrait être très fort de pouvoir effectivement leur apprendre que ces zones-là, elles ont un potentiel très important aujourd'hui, et qu'elles sont connectées. Et donc, on peut y faire des choses ou pas qui vont avoir un impact sur le jardin d'à côté, et le jardin d'à côté, voire la forêt qui débouche au final de tous ces jardins. Et il y a un livre très beau qui s'appelle, je crois, Réensauvager les jardins, de Louisa Jones chez Actes Sud, et qui parle beaucoup de ces questions-là, si ça vous intéresse. Moi, ah oui, non. Non, après, je serais très intéressée d'avoir aussi la réponse de Sandrine, mais bon, j'étais extrêmement surprise en allant regarder dans les archives, en voyant les règlements de ces nouvelles zones pavillonnaires dans les années 50, au moment où elles ont été créées à Saint-Brieuc, où il y avait des prescriptions extrêmement précises de la part de la municipalité de Saint-Brieuc sur ce qu'il était possible, ce qui devait être fait dans ces jardins, y compris l'obligation de planter un arbre à haute tige, du choix d'eux, etc. Mais il y avait des prescriptions sur les haies, sur les petits bâtiments où il y avait encore des poulaillers, des clapiers, etc. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une réglementation des pouvoirs publics à l'époque sur ce qui se passait dans ces jardins, et qui a complètement disparu de la culture de politique publique de la ville de Saint-Brieuc. Excusez-moi de réagir à ça. En fait, donc Benjamin Aubry, Udo, architecte urbaniste, on accompagne des gens, en l'occurrence, sur des projets de densification douce. Je précise d'ailleurs que les projets qu'on porte n'artificialisent pas. On recycle, on transforme un garage, on fait une surélévation. Notamment, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé sur ces sujets de densification du vieillissement de la population. On a plus d'un propriétaire sur deux aujourd'hui, en Île-de-France en tout cas, qui est âgé de plus de 60 ans. On parlait tout à l'heure, j'entendais Livry-Gargan, on travaille justement une étude sur Livry-Gargan où le maire, il y a une volonté très très forte de conserver les pavillons. Donc moi, quand j'entends que le pavillonnaire a plutôt tendance à disparaître, j'entends au contraire beaucoup de conservatisme, et c'est très très difficile par rapport à une masse de règlements d'ailleurs assez explosée en Île-de-France, d'intervenir, et ne serait-ce que de créer un logement supplémentaire qui permettrait aussi de créer un petit peu de mixité, parce que le problème en fait en figeant des quartiers pavillonnaires, c'est qu'on va démolir des quartiers qu'on va sacrifier entre guillemets, donc on va vraiment tout raser, refaire d'étalement foncier et concentrer les nouvelles populations dans ces espaces-là. Et donc le pavillon en plus monte en prix, et donc il y a vraiment des sujets aussi autour de comment est-ce qu'on intègre des logements au sein de ces espaces, et des petits collectifs. En réalité, moi, j'en vois pas beaucoup. Je vois plutôt des promoteurs immobiliers qui ont des modes de fonctionnement où, en fait, il y a des volumes d'affaires minimum qui sont de l'ordre de 8 millions d'euros, et que intervenir sur un petit bâtiment de 3-4 logements, ça n'existe pas. Et puis, en fait, pour répondre par rapport à cette question quand même des PLU, en tout cas de la pleine terre, elle est extrêmement préservée. On a la quasi-intégralité des zones pavillonnaires qui sont couvertes aujourd'hui par des bandes de constructibilité, c'est-à-dire qu'au-delà de 15 ou 20 mètres, on n'a pas le droit de construire, et tant mieux, ça permet de protéger des vrais cœurs d'îlots. Mais en attendant, je pense qu'il est aussi temps de réfléchir à comment on amène un petit peu de flexibilité pour penser l'avenir de ces territoires sans non plus les figer dans une vision toujours maison individuelle pure et dure. Donc il y a de la place pour de l'aménagement public, ce que j'entends, et peut-être pour de l'imaginaire urbain, de nouvelles compositions. Donc si vous deviez avoir un mot de conclusion un petit peu optimiste, ou en tout cas ouvrant des perspectives, plutôt qu'un constat un peu déceptif qu'on peut avoir, soit parce qu'on n'arriverait à rien bouger, soit parce que tout va disparaître. Donc je vous donne la parole pour 30 secondes, une minute chacune. C'est chaud quand même, non? Ouais.
peut-être là, effectivement, si on pouvait mettre de l'intelligence sur le sujet de la sobriété immobilière, ça serait une bonne idée, collectivement. Je sais que l'ADEME et le CSTB y travaillent. Jean-Christophe Vizier et Alban Gaspard font circuler une note sur le sujet. Et l'idée, je crois que c'est de la nourrir. Donc de l'intelligence sur ce sujet, sachant que c'est un sujet qui a été appréhendé de manière politique et de manière très très clivante à cause de la suroccupation et de la sous-occupation, comme s'il suffisait en fait par une vision bêtement arithmétique et théorique de répartir les gens dans les bâtiments. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a sûrement beaucoup de choses à inventer, notamment un tiers de confiance si on veut favoriser les cohabitations comme la colocation intergénérationnelle. En fait, il y a des trucs à réfléchir qui sont des leviers, peut-être des nouveaux métiers, des leviers juridiques, peut-être plus de communs, peut-être aussi des moments où on renonce à une forme de propriété individuelle quand on parle des jardins. En tout cas, beaucoup de propositions à faire sur le sujet qui, aujourd'hui, n'ont pas été faites. Donc juste de l'intelligence collective sur le sujet de la sobriété immobilière, sans parler d'intensification, parce que c'est un mot qui fait peur. Moi, je citerai, c'est aussi de saisir toutes les occasions de travailler entre plusieurs disciplines, entre acteurs de la construction et ceux de la biodiversité, pour trouver des solutions ensemble. Là, par exemple, en ce moment, on débute un projet sur la rénovation du bâti et biodiversité, et on va organiser justement, en partenariat avec la LPO, des ateliers avec les acteurs de construction sur le sujet de la rénovation thermique par l'extérieur, l'isolation par l'extérieur, enfin, voilà, qui est quelque chose qui concerne qui peut concerner potentiellement beaucoup d'habitants, et qui peut être l'occasion d'intégrer des habitats pour les oiseaux, les chiroptères, pour développer en pied de façade des bandes de plantation. Donc voilà. Donc là, on essaye entre acteurs à la fois de la faune, nous des plantes dans la cité et acteurs de la construction, de trouver aussi ensemble des solutions, de lever les freins. C'est aussi cette intelligence, je pense, collective, mais sur des sujets concrets pour avancer voilà, collectivement sur toutes les pistes. Bon, je vais continuer sur la thématique de l'intelligence collective, parce que je pense que c'est peut-être ça qu'il faut peut-être retenir, mettre aussi tous les acteurs autour de la table et aussi dépasser juste le cadre de dire je respecte la réglementation ou pas. Je pense qu'on est là à des enjeux qui nous dépassent. On vit des crises, je l'ai dit au début, qui nous dépassent. Et si on met ensemble les acteurs national, local, autour de la table, et je parle des énergéticiens, des urbanismes, des chercheurs, parce que ça aussi, on a besoin d'avoir une recherche qui soit opérationnelle, qui puisse fournir des outils pour demain, des prospectivistes, parce que effectivement, avoir un imaginaire pour voir où ça nous conduit, et nous, on le voit dans nos scénarios prospectifs, il existe plusieurs chemins vers la neutralité carbone, il n'y a pas une solution unique. Donc voilà, c'est vraiment essayer de travailler ensemble et en intelligence, effectivement. Merci beaucoup. Alors, la journée n'est pas terminée, mais on va passer à un exercice peut-être un peu plus ludique. Hortense, explique-nous. Oui, je vous invite en sortant à ne pas partir déjà et à venir actionner l'abécédaire du réenchantement qui existe sous un format numérique en ligne, plutôt sous la forme d'un portfolio qui associe des photographies avec des verbatims des habitants rencontrés et une forme exposition qui est visible ici, qui, vous allez voir, se présente sous la forme de photographies classées par entrée et présentées dans des boîtes. Ce sont 11 entrées qui sont autant d'actions qui nous ont permis en tout cas de qualifier ce parc, donc qui ont été choisis ensemble, en faisant des allers-retours entre ce qu'on a pu observer, les photographies prises et également l'analyse effectuée après coup. Et donc la proposition qui est faite ici, c'est à la fois de consulter, d'actionner ces différentes entrées, mais aussi éventuellement de remettre en question le classement proposé en déplaçant des photos, en ajoutant des termes, des mots-clés à certaines images et éventuellement d'en proposer d'autres. Donc je vous invite dans la salle où vous avez pu boire le café tout à l'heure. Donc comme on n'aura pas d'autres moments
d'échanges en grand groupe. Donc, moi, au titre du PUCA et du ministère, je voulais remercier tous les intervenantes et intervenants, remercier le roi Merlin Source et l'ADEME qui ont cru en ce projet de recherche. Et donc, prendre date peut-être pour d'autres échanges, parce que vous l'avez compris, ce colloque n'est pas un colloque conclusif, et cette recherche d'ailleurs a des enseignements, mais est plus générative que définitive. Et en ça, voilà, elle nous maintient en éveil et nous donne des perspectives très intéressantes.